Coucou, bonjour, comment allez-vous? Ça y est, il est 20 heures, on est jeudi et on se retrouve pour une thématique particulière aujourd'hui. Attendez, je restaure ma page, j'essaye de pouvoir avoir le live pour voir les commentaires un petit peu mieux. Ouais, on dirait que ça marche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique un petit peu particulière. On va attendre particulière, mais en même temps conventionnelle. Mais c'est peut-être la façon dont je vais vous le présenter qui est un petit peu différente. Je vais commencer par me présenter parce qu'il y a beaucoup de vues sur les lives et au final, on m'a dit tu devrais te présenter à chaque début de live. Donc c'est ce que je vais faire en attendant qu'on ait un petit peu plus de connexion. Alors, je m'appelle Carole Cassonne, j'ai 53 ans, ça fait, euh, ça fait 35 ans que je suis dans le secteur de la beauté. Je suis formatrice professionnelle pour adultes, je suis journaliste pour la presse écrite professionnelle et grand public. Je suis experte en dermocosmétique, je suis chargée de cours à la pharmacie, à la faculté de pharmacie à Toulouse, où j'interviens sur des diplômes universitaires en dermocosmétique, et je suis coach anti-âge. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai monté une approche, on va dire une approche holistique qui concerne le vieillissement de la femme. Que doit faire la femme pour s'en sortir par ses propres moyens et devenir autonome face à ses axes de vieillissement? Comment faire pour s'y retrouver dans cet océan d'informations quand on n'est pas une professionnelle? Comment faire le tri? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui n'est que du marketing? Voilà, je me suis résolue il y a plus de 10 ans à prendre mes 35 ans d'expérience professionnelle et à faire mon miel. J'aime bien dire ça parce que c'est vraiment ça. Et ça a donné 5 cours qui sont aujourd'hui en ligne depuis maintenant une année. J'ai d'abord donné mon approche et mes enseignements en donnant des formations en face à face, notamment en Suisse et dans le sud de la France. Et j'ai formé des centaines et des centaines de femmes à cette approche. Et apparemment, tout le monde est absolument ravi. Donc voilà, je regarde juste. Alors, est-ce que je vois? J'arrive pas à voir les commentaires ici. Attendez voir, juste 2 secondes. Et dans le sud de la France, et ouais, j'ai formé des centaines et des centaines de femmes à cette approche. Je m'entends parler. Et apparemment, j'arrive. Ok. Alors, Mouette 91, Espace Versoix, Rachel, Elodie, bonjour à toutes. Ok, ok, on commence à avoir du monde, c'est cool. Très bien. Alors, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un petit peu le point parce que, bon, en 1 heure, ça suffira pas, de toute façon, je le sais. Mais j'avais un petit peu envie de faire le point sur les types de peau et les tendances cutanées parce que à chaque fois que je reçois quelqu'un en consultation, je suis épatée de voir à quel point les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, sont la plupart du temps totalement à côté de la connaissance de leurs véritables besoins cutanés. Et ça, c'est problématique parce que quand on n'arrive pas à lire son type de peau et quand on n'arrive pas à comprendre ses tendances cutanées, qu'est-ce qui se passe? Ben, on achète en permanence des cosmétiques qui sont à côté de la plaque et on n'a pas de résultat et on est insatisfaite et on tourne en rond et on commence à zapper d'un produit à l'autre, on n'en a pas fini un, qu'on va en acheter un autre. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche le Graal à travers les cosmétiques. Et pour celles qui connaissent mon travail, on sait très bien que le Graal, c'est pas à travers les cosmétiques. Ils sont là, ils sont indispensables. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui.
notamment avec les conditions environnementales et surtout, on va dire, la soumission aux produits chimiques environnants qui est quasi permanente. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des tableaux cutanés qui sont extrêmement complexes et parfois même les professionnels ne s'y retrouvent plus. Parce que aujourd'hui sur un visage, il y a de tout. On voit tout, on ne sait pas par où commencer, on n'arrive plus à poser des mots, on n'arrive plus à déterminer. Quand on va dans les magasins spécialisés, en général, on a affaire à des conseillères qui connaissent beaucoup mieux les produits que la peau et qui ont du mal à faire justement cette jonction qui s'appelle la dermocosmétique. Alors, la dermocosmétique, c'est une terminologie qui a une trentaine d'années et qui a été, on va dire, créé, inventé, déterminé par le père de la dermocosmétique, c'est-à-dire Pierre Fabre, les laboratoires Pierre Fabre. Et je vous parle de ça parce que c'est vraiment grâce à Pierre Fabre que il y a 20 ans, j'ai été formée à la dermocosmétique et à l'époque, j'ai été recrutée pour faire le tour de France et de Navarre et aller former les pharmaciens, les pharmaciennes, les préparatrices et les préparateurs en pharmacie sur la dermocosmétique. J'étais pas du tout une formatrice marque, je ne plébiscitais aucun produit. Déjà, j'étais dans cette optique-là il y a 20 ans. Et j'étais formée pour enseigner le diagnostic de peau et la lecture cutanée aux pharmaciens et aux pharmaciennes. Ok. Et j'ai eu bien entendu au préalable une formation de Pierre Fabre qui a complètement changé ma vision à l'époque de la peau et qui m'a donné des notions sur lesquelles j'ai surfé pendant 20 ans et sur lesquelles je surfe encore aujourd'hui et qui m'a donné une vision et une connaissance de la peau pour l'époque qui était quand même très très avant-gardiste. Aujourd'hui, les choses se sont un petit peu plus démocratisées, on va dire. Mais je dois quand même me rendre compte que on est loin du compte en matière d'analyse de peau et de prescription et que il y a des amalgames qui sont faits dans tous les sens et donc aujourd'hui je me propose d'essayer en 1 heure de faire quelque chose qui peut en tout cas peut-être vous aider pour la suite. Donc déjà, il faut comprendre, et ça c'est vraiment typiquement Pierre Fabre, il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre les types de peau et les tendances cutanées. Les types de peau, on va dire, les 4 grands types de peau. La peau sèche, la peau grasse, la peau mixte et la vraie peau sensible. Et ça correspond à la nature native de l'individu. C'est-à-dire que dans son développement, à un moment donné, la femme passe par certaines périodes de perturbation hormonale. La première va être l'arrivée de ses lunes, de ses menstruations, ce qui va modifier énormément de choses en interne et le type de peau va commencer véritablement une fois passée cette période d'adolescence où il y a une grosse perturbation hormonale, où il peut y avoir de l'acné, il peut y avoir plein de problématiques, une fois sorti de cette période perturbante, pour certains, parce que moi par exemple j'ai passé mon adolescence sans un bouton, ils sont arrivés plus tard.
Mais ce que je veux dire, c'est que à partir d'un certain âge, le type de peau se positionne, se détermine, et la détermination du type de peau, elle n'est pas aléatoire, elle est véritablement en fonction de nos hormones, et c'est tout le cocktail hormonal qui va décider du type de peau qu'on va avoir quasiment toute la vie. Donc en général, les types de peau sont permanents. Bien entendu, ils peuvent évoluer, mais une peau grasse ne deviendra jamais sèche, une peau mixte ne deviendra jamais grasse, sauf si vraiment on la laisse totalement tomber. C'est-à-dire qu'on va garder son type de peau un petit peu comme une signature et comme une carte d'identité cutanée qui va traverser les âges avec nous. Voilà, ça c'est le type de peau. Voilà, c'est notre carte d'identité cutanée qu'on va devoir manager tout au long de sa vie, quel que soit le type de peau. Et l'objectif n'est pas de le transformer, ça c'est impossible. Il peut se transformer tout seul par toujours des tsunamis hormonaux ou émotionnels. En général, c'est lié. Et quand je parle de grands changements hormonaux, on va parler de la grossesse, on va parler de la ménopause, on va parler de ces moments déterminants dans la vie d'une femme qui peuvent changer la donne au niveau de la peau. Mais encore une fois, c'est même pas une obligation, ça peut se faire dans ce sens-là. Tout ça pour vous dire qu'en général, quand on est avec son type de peau, bien, en général, on meurt avec, j'ai envie de dire. Il n'y a pas, on peut pas transformer les choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est amener son type de peau, quel qu'il soit, à la version la plus belle et la plus magnifique possible. Il y a des peaux sèches sublimes, il y a des peaux mixtes sublimes, il y a des peaux grasses, je vais pas dire sublimes parce que je mentirais, mais qui sont très, on va dire très bien soignées et donc relativement jolies de présentation. Et puis, il y a aussi des peaux sensibles, la pauvre peau sensible, qui peut aussi être très belle et très éclatante à partir du moment où on sait véritablement la prendre en charge. Donc voilà, ça c'est les types de peau, c'est les 4 grands types de peau. Je ne vais pas rentrer ce soir dans la peau masculine, la peau noire, la peau asiatique, avec leur typologie et leur spécificité particulière. Voilà, donc la première chose qu'on va faire chez une femme, je vais parler au féminin parce que, ma foi, c'est ça qui nous concerne. La première chose qu'on doit faire, c'est déterminer son type de peau. Mais il y a autre chose. On va reparler des types de peau. Mais il y a un deuxième, il y a une deuxième lecture. Il y a tout ce qu'on va appeler les tendances cutanées. Les tendances cutanées sont en général transitoires, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des allers-retours. Elles ne sont pas spécifiquement liées au type de peau, mais elles peuvent, en fonction de l'épigénétique et de tous les facteurs environnementaux, et quand je dis facteurs environnementaux, je parle pas du climat, hein, je parle de l'alimentation, du niveau de stress, voilà, il y a énormément de choses dans l'épigénétique. Et en fonction de ce que vit la personne, eh bien, il va y avoir des états qui peuvent être transitoires ou en tout cas qui seront très progressifs et qui ne sont pas forcément liés au type de peau. Par exemple, on trouve dans les tendances cutanées en tout premier lieu la peau déshydratée. La peau déshydratée n'est pas un type de peau. Souvent, quand je demande aux femmes, surtout sur le canal, quand je vois pas le terrain et que j'ai besoin de questions, et je pose des questions, on me dit moi, mon type de peau, c'est déshydraté. Non, ça n'existe pas. Le type de peau déshydratée, ça n'existe pas.
précisément parce que la déshydratation peut venir s'installer sur n'importe quel type de peau. On peut avoir une peau grasse déshydratée, une peau mixte déshydratée, une peau sèche déshydratée, une peau sensible déshydratée. Donc la déshydratation est un état transitoire qui peut devenir permanent si on ne prend pas en charge, bien entendu, mais la déshydratation n'est pas un type de peau, mais une tendance cutanée. Idem pour la sensibilité. Il faut faire le distinguo. On va retrouver la vraie peau sensible dans les types de peau, qui est vraiment très 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 particulière, avec on va dire des problématiques très fortes et très marquées. Et dans les tendances cutanées, on va avoir la tendance à la sensibilité, c'est-à-dire que on peut retrouver cette tendance à la sensibilité. Idem sur les 4 types de peau, la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Enfin, pas la peau sensible, parce que la peau sensible, elle n'a pas tendance à la sensibilité. La pauvre, elle est déjà bien servie. Mais ce que je veux dire, c'est que les tendances cutanées viennent se superposer sur les types de peau. Et on peut trouver également dans les tendances cutanées la déminéralisation, l'intoxination, et puis la tendance cutanée qu'on va toutes détester, mais qui reste une tendance cutanée applicable sur tous les types de peau, c'est la maturité, c'est-à-dire la progression du vieillissement. Donc voilà, on se retrouve d'une certaine manière avec 4 types de peau et 5 tendances cutanées qui peuvent être contrées, qui peuvent être stoppées, qui peuvent être inversées et qui pour la plupart peuvent se retrouver sur n'importe quel type de peau. La deuxième difficulté, c'est que les tendances cutanées peuvent se présenter à plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, avoir une peau grasse, type de peau, déshydratée, tendance cutanée, et sensible, tendance cutanée. Et on peut se retrouver avec également une troisième tendance cutanée qui va être l'intoxination. Je vais vous donner quelques indications pour vous y retrouver plus facilement. Donc ce qui est important d'abord de déterminer, c'est le type de peau et ensuite les tendances cutanées qui viennent se rajouter par-dessus et créer un tableau clinique compliqué que plus personne ne comprend. On se dit ah tiens, ah oui non mais j'ai la peau grasse, et puis ah mais il y a quand même des boutons, ah oui non mais il y a aussi des rougeurs, ah mais je suis complètement déshydratée. Donc du coup c'est quoi mon type de peau? Et c'est un peu le flou artistique. Donc un coup je vais aller acheter des produits pour ceci, un coup je vais aller acheter des produits pour cela, mais en réalité je ne vais pas avoir une vision holistique de ce qui se passe réellement sur ma peau et des besoins fondamentaux qui sont vraiment importants à venir combler là. Euh, il y a dans un diagnostic de peau, il y a toujours des priorités. Et en dermocosmétique, en tout cas, la priorité absolue, ce sera toujours la même, quel que soit le type de peau, à partir du moment où on va noter qu'il y a une tendance à la déshydratation, eh bien, la déshydratation, c'est véritablement l'axe prioritaire de traitement qui passe avant tous les autres, quel que soit le type de peau. Pourquoi? Parce que une peau déshydratée n'est plus capable de recevoir des soins correctement. Une peau déshydratée a un système de défense qui est diminué, elle a un système immunitaire qui est diminué. La déshydratation, que ce soit pour la peau ou pour le corps, c'est la première marche du vieillissement. Et c'est la raison pour laquelle l'hydratation est extrêmement importante. D'une manière générale, si je veux vous donner une image forte, on pourrait dire que ça peut représenter une cellule
parfaitement bien hydratée. Et ça, c'est la cellule qui est déshydratée. C'est-à-dire qu'elle est complètement refermée et repliée sur elle-même. Tous ses capteurs, tous ses systèmes, toute sa capacité à pouvoir communiquer avec tout le reste du matériel biologique qui est dans son environnement est largement diminuée. Donc vous pouvez venir mettre des crèmes anti-âge, des crèmes anti-rides, des huiles, des machins, des trucs qui coûtent la peau des fesses. Si il y a de la déshydratation, ça va pas changer grand-chose. La première clé va toujours être l'hydratation. Alors, je vous propose de noter vos questions et de les poser sur la fin. Je garderai 10-15 minutes pour répondre à des questions un petit peu plus spécifiques. Voilà. Donc, on est donc sur nos types de peau et sur nos tendances cutanées. Alors, revenons sur les types de peau. Sur les types de peau, pour faire simple et pour faire court, on va dire que la toute première chose que vous devez rechercher sur votre type de peau, c'est est-ce que les pores sont apparents? Est-ce que les pores sont visibles? Ça, c'est déjà le premier critère de base qui va déjà scinder les types de peau en deux catégories. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les deux types de peau qui ne présentent aucune visibilité des pores, aucun pore dilaté. Et là, je parle de la peau sèche et de la peau sensible, la vraie peau sensible. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et de l'autre côté, on va avoir les deux autres types de peau qui sont la peau mixte et la peau grasse. On verra que sur la peau mixte, il y a 3 gradients différents. Ok. Donc la première chose, c'est ça. Vous vous mettez en face de votre miroir. Est-ce que je vois des pores sur mon visage? Si je vois des pores sur mon visage, vous n'avez ni une peau sèche, ni une peau sensible. À ce moment-là, on s'oriente vers la peau mixte ou vers la peau grasse. Ensuite, il y a quand même un bémol à ce que je raconte. Pourquoi? Parce que je me rends compte que beaucoup de femmes arrivent dans mon cabinet avec la peau sèche, mais c'est une peau sèche qui a été tellement mal nettoyée, tellement mal managée et tellement tartinée de gras pendant des décennies qu'elle s'est dilatée, elle a commencé à faire des pores visibles et voire même quelques comédons fins et secs, particulièrement sur le nez. Donc ça, c'est le résultat d'une vie entière de mauvaise hygiène cutanée. On y reviendra tout à l'heure. Avant, je voyais ça de manière exceptionnelle. Maintenant, je le vois de plus en plus. Donc là, ça veut simplement dire que la peau a été mal managée, qu'il n'y a pas eu suffisamment d'hygiène et que au final, on a péjoré le terrain par des mauvais choix et par surtout une mauvaise manipulation et des savoir-faire erronés. Voilà. Ensuite, si on observe des pores dilatés sur le visage, obligatoirement, on va se diriger soit vers la peau mixte, soit vers la peau grasse. Je peux dire d'expérience, au bout de 35 ans d'analyse de peau, je peux dire que 80% des femmes ont la peau mixte. Et malheureusement, la moitié ne le sait pas. La moitié ne le sait pas parce que justement, comme il y a une tendance cutanée qui est déshydratée, très très vite on a l'impression d'avoir la peau sèche parce qu'on a des tiraillements. Mais à partir du moment où on a des pores visibles, des pores dilatés, sachez que c'est tout à fait normal. Quand on a une peau mixte, eh bien, on a des pores visibles. C'est un des grands inconvénients de la peau mixte, mais ma foi, on vit quand même très très bien avec une peau mixte. Moi, j'ai une bonne peau mixte depuis toujours. Et avec une hygiène parfaite et des cosmétiques adaptés, elle est tout aussi jolie et tout aussi agréable à regarder que les magnifiques peaux sèches qui ont des peaux
absolument parfaite, sans imperfection, avec un relief absolument nickel. Mais malheureusement, ce type de peau vieillit très vite et la problématique va se basculer sur le vieillissement. Elles vont avoir une très jolie peau pendant 30, 35, 40 ans. Et puis après, ça va devenir un petit peu plus problématique parce que c'est véritablement le type de peau qui vieillit le plus rapidement. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, concernant la peau mixte, on verra qu'il y a 3 gradients différents de mixité et que c'est intéressant de pouvoir déterminer les gradients différents de la mixité. Ok, alors, la peau sèche, la pauvre peau sèche, la magnifique, sublime, mais pauvre peau sèche. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que la peau sèche est sublime. On la regarde, tout est beau, il n'y a rien à redire, elle est fine, elle est lisse, il n'y a pas y a pas de pores dilatés, il n'y a pas de points noirs, il n'y a pas de toxines, il n'y a pas d'imperfections. Waouh! Et quand les peaux sèches sont jeunes, comme elles sont extrêmement fines, elles sont posées à même le masque osseux et ça donne des visages très émaciés, très modes et la peau est sublime. Mais malheureusement, cette peau-là, elle sécrète très peu de sébum et donc elle a un film hydrolipidique qui ne la protège absolument pas et surtout elle a un film hydrolipidique qui ne fait pas son travail de barrière pour éviter la perte insensible en eau, c'est-à-dire la perte insensible en eau, c'est cette évaporation permanente qui sort de notre corps et de notre peau et qui fait qu'on se déshydrate en permanence. Ce mécanisme est contré normalement par le film hydrolipidique, mais comme la peau sèche n'a pas de film hydrolipidique, en fait elle a un film hydrolipidique en gruyère, il y a des énormes trous comme ça, donc eh bien très vite si elle ne fait pas ce qu'il faut pour reconstruire son film hydrolipidique, eh bien elle va avoir une très forte déshydratation parce que justement il n'y a plus cet effet tampon du film hydrolipidique. La peau sèche a intérêt à se soigner davantage de l'intérieur que de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle doit véritablement plus compter sur les compléments alimentaires que sur les cosmétiques. C'est-à-dire que c'est vraiment les compléments alimentaires qui vont l'aider en interne et notamment les omégas et toute la famille des acides gras essentiels. Les oméga 3 particulièrement, oméga 3, oméga 6, mais aussi la vitamine C et la vitamine E. Ici, l'objectif, c'est de ramener de la densité au niveau du derme, de ramener des substances qui vont pouvoir nourrir le derme de l'intérieur et non pas croire que ce sont les cosmétiques par le biais d'huile et de choses comme ça qui vont apporter de la nutrition. Bien sûr, on va le faire aussi. Bien sûr, c'est indispensable, mais c'est pas ça qui va faire le plus gros du job. Ce qui va faire le plus gros du job, c'est véritablement d'aller nourrir en interne. Déjà en buvant un maximum d'eau, de la bonne eau, si possible de l'eau hydrogénée. Pour ceux qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, référez-vous au dernier live que j'ai fait sur le sujet. Donc l'eau hydrogénée aide beaucoup les peaux sèches. Mais ensuite c'est véritablement l'hygiène de vie et particulièrement une alimentation plutôt riche et non pas une alimentation végétarienne ou végétalienne. Les peaux sèches qui sont végétariennes, je vous garantis que ça peut donner des vieillissements catastrophiques. J'en ai vu d'autres qui allaient aussi très bien, hein. Il y a juste pas de règle absolue en matière de peau, de jeunesse et de beauté.
Mais la peau sèche qui a un tout petit derme et un tout petit épiderme et qui se bat pour aller chercher des substances densifiantes, c'est pas une très très bonne idée de retirer complètement les protéines animales. En tout cas, c'est mon expérience. La peau sèche devra faire très attention à l'alcool qui va complètement la dessécher de l'intérieur. Il faut savoir que déjà le cocktail féminin, le cocktail hormonal féminin de base ne fait pas du tout bon mariage avec l'alcool. Si vous voulez vieillir à la vitesse du TGV, eh ben buvez de l'alcool tous les jours et je vous garantis que ça fonctionne. Combien de femmes j'ai vu vieillir à l'apéro, j'ai envie de dire. J'ai vu ça pendant des années. Des femmes sublimes qui aimaient beaucoup trop l'alcool et qui ont véritablement perdu leur beauté et leur jeunesse dans leur verre d'alcool. Donc je dis pas qu'il faut jamais en boire, hein. Moi j'adore le Baileys par exemple. Je me fais mon petit Baileys de temps en temps. Mais de là à boire de l'alcool tous les jours, c'est véritablement un choix et une réflexion à avoir. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la cigarette déshydrate considérablement la peau. Donc voilà aussi un facteur aggravant. Mais par contre, tout ce qui va être complément alimentaire et huile de germe de blé en externe et masque hydratant et sérum hydratant, tout ce qui va pouvoir apporter de l'hydratation et de la nutrition et de la densité, c'est très très intéressant pour la peau sèche. Donc voilà, les peaux sèches, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas autant qu'on croit, puisque c'est véritablement la peau mixte qui remporte la palme de la peau la plus rencontrée en consultation. Alors, si vous avez des questions par rapport à la peau sèche, on les posera par la suite. La peau mixte. Alors la peau mixte, elle est fascinante, la peau mixte. Très franchement, elle est fascinante parce que euh, on parle pas de la peau mixte, on parle des peaux mixtes parce qu'il y a vraiment trois gradients différents de la peau mixte et c'est très important de comprendre ce degré de classification parce que c'est bien souvent là que ça pêche au niveau de la prescription cosmétique et des achats qu'on peut faire. La peau mixte, elle est tout le monde le sait, c'est une mixité qui va se poser sur la ligne médiane, c'est-à-dire sur le T du visage, front, nez, menton. Mais j'ai pu vraiment, pendant ces 35 ans d'accompagnement, j'ai vraiment pu me rendre compte qu'il y avait trois puissances de mixité différentes. On a tout d'abord la toute petite peau mixte, c'est-à-dire celle qui va avoir un tout petit peu de pores dilatés ici, un tout petit peu de pores dilatés sur le nez et quelques comédons fins et secs incrustés, mais tout le reste du visage va se comporter comme une peau sèche. Et ça, c'est un problème parce que à partir du moment où il y a des comédons, à partir du moment où il y a une certaine brillance, si petite soit-elle, à partir du moment où il y a des pores visibles, on ne peut pas, traiter la peau comme une peau sèche, même si tout le reste du visage va se comporter comme une peau sèche, c'est-à-dire fin, déshydratation rapide, tiraillement quasiment quotidien. Ces types de peau, en général, il est diagnostiqué comme une peau sèche et ça c'est une erreur. Parce que la routine d'hygiène va être totalement inadaptée. C'est-à-dire que ce type de peau-là, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, oh là là, j'ai la peau qui tire, j'ai absolument pas besoin de savon. Pour moi, le savon, c'est une catastrophe, ça va me faire tirer encore plus la peau. Non, absolument pas.
à partir du moment où il y a de l'affluence, des points noirs et des pores dilatés, la peau a besoin d'hygiène, elle a besoin de saponification. Je sais que sur les réseaux, euh, le nettoyage de la peau enfin, j'entends des inepties, mais alors hallucinantes. C'est-à-dire que le nettoyage de la peau, certaines ont diabolisé le savon, c'est-à-dire il faut surtout pas mettre du savon sur la peau, c'est pas bien de se nettoyer le visage, la peau n'aime pas ça, ça déshydrate, ça tire. La première chose qu'on doit savoir, c'est que à partir du moment où on enlève complètement le film hydrolipidique, c'est normal que la peau tire. Pourquoi? Parce que c'est le film hydrolipidique qui donne le confort et qui évite les tiraillements. Mais ce film hydrolipidique, il a besoin d'être nettoyé de façon à ce qu'il puisse se refaire à neuf tous les jours. Parce que tous les jours, il y a de la poussière, il y a des microbes, il y a de la pollution, il y a des machins, il y a des trucs, on se touche, on s'embrasse. Ah non, maintenant on s'embrasse plus. Mais bon, le simple fait de sortir de son lit et d'aller dans un autre environnement ou même sur votre balcon, eh bien vous prenez tout un tas de choses. Et quel que soit le type de peau, eh bien toutes ces choses, il faut les libérer, il faut les nettoyer. Donc, que ce soit une peau sèche ou que ce soit une peau mixte et une petite peau mixte, on a vraiment, vraiment intérêt à aller nettoyer. Le tiraillement est normal une fois que la peau est parfaitement débarrassée du film hydrolipidique. Moi, même avec une peau mixte, quand j'ai fini ma saponification, j'ai cette sensation de tiraillement. Les tensioactifs qu'il y a dans le savon donnent cet effet-là. Et c'est tout à fait normal. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé les cosmétiques. En fait, à la base, les cosmétiques sont faits pour venir un petit peu jouer le rôle du film hydrolipidique après l'hygiène du visage, pour apporter du confort et enlever le tiraillement. Et puis le film hydrolipidique va se refaire tout doucement au fur et à mesure de la journée. Ça va prendre 2 ou 3 heures pour se refaire. Et à partir de là, la peau a de nouveau sa protection naturelle qui est renforcée par les cosmétiques, et à partir de ce moment-là, on est sur un terrain qui est beaucoup plus sain. Donc, la toute petite peau mixte qui est toujours diagnostiquée comme une peau sèche, eh bien, ok pour la prescription peau sèche pour l'ensemble du visage, mais par contre, pour la prescription hygiène, il faut impérativement se caler sur une prescription peau mixte, c'est-à-dire avec une saponification bi-quotidienne le matin et le soir, en choisissant un savon doux, si possible préformé pour que la saponification soit moins intensive une fois sur la peau. Et là, on peut avoir une petite peau mixte avec une hygiène parfaite et éviter de tomber dans le piège de la peau mixte qui se nettoie jamais et qui va péjorer au fil des années et qui va certainement devenir une bonne peau mixte, alors qu'au départ c'était pas grand chose à manager. Ça, c'est le premier gradient de la peau mixte. Deuxième gradient de la peau mixte, c'est la peau mixte normale, c'est-à-dire on va avoir une dilatation des pores jusqu'à à peu près la moitié de l'œil, c'est-à-dire que voilà, ça prend le front, ça prend le nez, toute la descente du nez, et jusqu'à la moitié, voilà. On va avoir aussi le grain de peau plus épais, plus dilaté sur le menton. La bonne peau mixte, elle est dilatée jusque-là, et on le voit, c'est la plupart des femmes qui vont avoir cette problématique-là. Ici, l'hygiène est fondamentale aussi. La peau mixte, c'est une peau qui est extrêmement, extrêmement susceptible. C'est une peau qui ne pardonne rien. C'est-à-dire que si vous faites un écart, la peau mixte, elle va pas vous le pardonner.
Le moindre bout de chocolat, c'est un bouton. Le moindre excès de ceci, c'est un bouton. La peau mixte, elle est lapidaire, c'est-à-dire que elle est exigeante et elle pardonne rien. Le moindre excès est payé au centuple. Et ça se vérifie à chaque fois. La peau mixte a aussi et surtout besoin d'une hygiène irréprochable, comme la peau grasse d'ailleurs, mais on peut dire qu'elles sont quasiment au même niveau. S'il n'y a pas d'hygiène, c'est la catastrophe. Vous pouvez aller vous prendre la crème la plus extraordinaire du monde, aller faire des peelings aux AHA, trouver un sérum machin régulateur, mettre tout un tas de choses sur votre peau mixte. Si vous ne la nettoyez pas correctement, vous êtes totalement à côté de la plaque. Et nettoyer correctement, ça signifie une saponification matin et soir. Et ça, c'est véritablement indérogeable. Même si on n'a pas envie, même si on a l'impression qu'il n'y a pas besoin, c'est une règle de base le matin et le soir. Donc, la peau mixte, deuxième gradient, on est sur une dilatation qui va jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Ensuite, on a la bonne peau mixte, bien cognée, qui fait pas semblant. Celle-là, elle a une dilatation qui va jusqu'au coin des yeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a que les côtés distaux ici qui sont épargnés, où le type de peau est complètement différent. C'est un type de peau qui s'apparente, enfin, qui est beaucoup confondu avec la peau grasse. Mais c'est important de ne pas faire cette confusion parce que la peau grasse a des spécificités vraiment bien à elle et des problématiques bien à elle et elle a besoin de soins et d'actifs qui vont être un petit peu plus puissants. Et sur une peau mixte troisième gradient, c'est vraiment dommageable de la confondre avec une peau grasse parce que on peut alors à ce moment-là aller lui faire des choses qui sont peut-être un petit peu trop intensives, trop violentes, trop agressives. Encore une fois, la peau mixte, quel que soit le gradient, a besoin d'une hygiène irréprochable et parfaite et c'est surtout ça le Graal de la peau mixte et le Graal de la peau grasse. Ça va être un protocole d'hygiène qui est abouti et ne pas déroger. Voilà. Les peaux mixtes sont presque beaucoup plus susceptibles que les peaux grasses. La peau grasse, elle est plus indulgente sur les excès que la peau mixte. Hein. Parce que ben, déjà, elle a l'habitude de choses qui sont extrêmement déséquilibrées. Et on va dire que les excès sont mieux encaissés par les peaux grasses que par les peaux mixtes. Donc voilà, on est sur deux aspects qui se rejoignent et qui se rejoignent surtout en matière de nettoyage. La peau mixte va être très souvent déshydratée, très souvent aussi sensible. Mais ça devra, on va dire, se manager par la routine de soins. Je vois, moi, des peaux mixtes qui sont de plus en plus fines. Normalement, la peau mixte devrait avoir une épaisseur relativement normale, c'est-à-dire que ça ne va pas être comme la peau sèche où la peau sèche est tellement fine qu'on voit quasiment toutes les veines en transparence, notamment ici au niveau des tempes. Théoriquement, la peau mixte est plus épaisse, mais avec les années qui passent, je me rends compte qu'il y a un affinement cutané quasiment sur tous les types de peau et que les peaux deviennent de plus en plus fines et que c'est un problème parce que une peau fine, ça veut dire que c'est une peau qui a moins de défense, qui a moins de ressources et surtout qui a tendance aussi à vieillir plus vite. Ok. La peau grasse, quand on a une peau grasse, ben on l'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette peau grasse? La peau grasse, comment est-ce qu'on la détermine? Il y a des pores dilatés, ouverts, sur tout le visage jusqu'aux oreilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule portion de peau qui est lisse,
qui est sans dilatation, qui est sans relief. La peau grasse, elle est épaisse. Elle a un grain de peau qui est plus grossier que les autres. Elle a une forte chaleur, c'est-à-dire qu'elle est presque toujours en sensibilité. Contrairement à ce qu'on croit, les peaux grasses sont très sensibles. Et malheureusement, quand on a une peau grasse, ben, on l'aime pas. Alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la maltraite, on la cogne, on lui met des trucs violents, on n'est pas gentil avec elle, on n'est pas doux avec elle. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ben, c'est un cercle vicieux. Plus on est agressif et plus elle va sécréter et plus elle va faire de boutons. Donc voilà. La peau grasse, une hygiène parfaite, un double nettoyage, c'est-à-dire faire une première saponification, rincer, refaire une deuxième saponification, rincer, et ça le matin et le soir. Et utiliser surtout des actifs matifiants, adapter son alimentation. La peau grasse a vraiment tout intérêt, particulièrement quand elle est très fluente, elle a tout intérêt à incorporer beaucoup d'agrumes dans son alimentation parce que les agrumes ont la possibilité d'assécher les glandes sébacées et de diminuer la production de sébum. Ça marche très très bien, ça c'est un outil de la médecine chinoise. La peau grasse a intérêt à éviter les protéines animales et particulièrement le porc qui va s'épanouir en boutons en tout genre parce que c'est une viande qui contient énormément de toxines et, euh, et la peau grasse a intérêt à beaucoup gommer. On va dire que le graal de la peau grasse, c'est véritablement le nettoyage et le gommage dans les grandes lignes et pour faire court. Ensuite, on a la vraie peau sensible. Qu'est-ce que c'est la vraie peau sensible? C'est les rougeottes. C'est celles qui sont toutes rouges du 1er janvier au 31 décembre, qui peuvent utiliser n'importe quoi, mais rien n'y fait vraiment. En fait, on va dire, c'est un terrain qui est inflammatoire. C'est-à-dire que le visage ne fait que refléter ce qui se passe dans le corps. En général, c'est des grands terrains inflammatoires. Et puis, c'est aussi héréditaire, hein. En général, on a la peau sensible de mère en fille. Et ça se donne en cadeau de génération en génération. Bon, il n'y a pas de remède miracle pour la peau sensible. Il faut la prendre en charge. Il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper parce que finalement, elle vieillit quand même relativement bien. Malgré sa finesse, malgré son aspect inflammatoire, malgré tout ça, c'est une peau qui vieillit bien, mais elle n'est pas à confondre avec la tendance à la sensibilité qui, elle, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, c'est simplement des petites rougeurs par-ci par-là ou des petites rougeurs localisées ou des trajets couperoses qui sont visibles ou des réactions sporadiques, saisonnières ou des choses comme ça. La peau sensible, c'est une calamité de vivre avec une vraie peau sensible, hein. C'est une punition. Moi, mes clientes me disent, je sens ma peau en permanence, elle bout en permanence. J'ai beau mettre plein de choses, bon, bah, on réussit toujours à calmer, bien entendu, mais vivre avec une peau sensible, c'est extrêmement compliqué et c'est vraiment un fardeau pour la vie, hein. Donc, heureusement, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Mais ça n'a rien à voir avec la tendance à la sensibilité. Ensuite, on vient de boucler rapidement les types de peau. Pour les tendances cutanées, parlons de la déshydratation. Alors la déshydratation, ça c'est le combat de la vie, hein. La bonne nouvelle avec la déshydratation, c'est que on peut la réhydrater aussi rapidement qu'on s'est déshydraté. C'est-à-dire qu'on se déshydrate en 2-2 et on se réhydrate, je ne vais pas dire en 2-2, c'est pas vrai, on se réhydrate rapidement quand on met plusieurs contrefacteurs en synergie et que on va dans le même sens.
On peut se déshydrater en quelques heures. On peut se déshydrater en allant dans la voiture. On met le chauffage à fond pendant 1 heure, ça souffle dans le visage. On arrive au bureau, on a déjà des signes de déshydratation. Pourquoi? Parce que ben, l'hydratation, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et il suffit qu'il y ait une petite perturbation dans la synthèse des NMF, c'est-à-dire ces petites éponges qui sont à la surface de l'épiderme et qui sont chargées de garder l'eau en réservoir. Il suffit qu'il y ait une petite problématique sur la synthèse des NMF ou un petit déséquilibre dans ce sens-là, et puis ça y est, on est déshydraté. On a un choc émotionnel, on est déshydraté. On pleure toute la nuit, on est déshydraté. On utilise un mauvais cosmétique, trop d'alcool, on est déshydraté. On fait un petit peu trop la fête, on est déshydraté. Donc la déshydratation, c'est la vie d'une certaine manière. Il faut apprendre à la reconnaître et à la manager. Alors comment est-ce qu'on reconnaît la déshydratation? La déshydratation, c'est toujours des petites stries parallèles. Elles sont toujours parallèles entre elles. En général, sur le front, elles sont verticales. À partir du coin des yeux, elles commencent à être horizontales. Elles vont être visibles dès qu'on va être au mouvement. C'est des petites stries qui apparaissent au mouvement, mais qui disparaissent une fois le visage au repos. Donc, voilà, il y a aussi un test pour la déshydratation où on lève avec son doigt la peau, et puis si les petites stries apparaissent, on sait qu'il y a de la déshydratation. La déshydratation, c'est véritablement les stries. Alors après, quand c'est de la déshydratation chronique, on passe au squam, hein, mais là, on est déjà à un stade chronique de déshydratation. Euh, il faut se réveiller un petit peu avant et faire les choses. Comment est-ce qu'on rattrape une déshydratation? Gommage intensif plusieurs jours de suite et sérum hydratant, crème hydratant, masque hydratant, boire beaucoup d'eau, de l'eau hydrogénée, des oméga 3 en interne, une petite cure de sérum Quinton ne peut pas faire de mal, de la vitamine C, de la vitamine E. Quand on met tout ça en synergie, c'est impossible que ça ne fonctionne pas. C'est impossible qu'il n'y ait pas des résultats. C'est impossible qu'on reste au même niveau. Voilà. La déshydratation doit véritablement se manager au jour le jour. Et tout le monde doit y faire attention parce que c'est le marchepied du vieillissement. À partir du moment où on est déshydraté, le vieillissement est accéléré. Donc c'est pour ça que c'est précieux et que c'est très important de manager ça en priorité. Ensuite, deuxième tendance cutanée, l'intoxination. Alors là, c'est la tendance cutanée qui a pris le plus de terrain ces 10 dernières années. C'est quoi l'intoxination? C'est les toxines qui passent par la peau. N'oublions pas que la peau est un émonctoire, c'est-à-dire au même titre que les reins, la peau est capable de faire sortir du corps, d'expulser du corps des toxines. Donc c'est un émonctoire. Et quand il y a une accumulation de toxines dans la peau, il y a euh, comment dire, obligatoirement, il faut qu'elle trouve le chemin pour sortir. Et quand il y a une accumulation de toxines aussi dans l'organisme, il faut trouver le chemin pour sortir. Et la plupart du temps, c'est sur la peau. Donc, on va se retrouver avec des... alors, ça peut être des boutons, ça peut être des petits boutons. Alors, ça, c'est assez facile à repérer. Mais ça peut être aussi des petites toxines. C'est des petites élevures qui vont venir se mettre un petit peu partout. Et des petites élevures qui sont pas vraiment des boutons, c'est-à-dire si on perce, il n'y a rien, mais elles sont quand même un petit peu rouges, elles sont visibles, et puis surtout, elles font un relief cutané. Et ça navre complètement la beauté, le lissé et le velouté de la peau. Et ces toxines, c'est véritablement le signe qu'il y a quelque chose dans l'organisme qui est présent au quotidien, et la plupart du temps ça vient de l'alimentation. Ça peut venir aussi d'une mauvaise hygiène cutanée, d'un mauvais démaquillage, ça peut venir aussi d'un abus de fond de teint siliconé.
Ça, je le vois aussi très très souvent, des peaux qui sont intoxinées à cause de l'utilisation de make-up et notamment de fond de teint à base de silicone, ce qui est une catastrophe pour la beauté de la peau, sachez-le. Si vous voulez une peau qui s'affine, un teint cadavérique et une peau qui n'a plus aucune force pour se défendre, eh bien, mettez un fond de teint siliconé tous les jours. Vous allez voir que le job va être fait très rapidement. On ne peut pas avoir une peau saine, on ne peut pas avoir une belle peau avec un fond de teint au silicone. C'est une chose que de réserver son petit fond de teint magnifique au silicone, double peau, seconde peau, effet lissant, effet m'as-tu vu extraordinaire. C'est une chose d'utiliser son petit produit comme ça une fois de temps en temps quand on a une super soirée et qu'on veut être la reine du bal, ok. Pour autant de bien démaquiller en rentrant et de pas aller se coucher avec le prince charmant euh, sans démaquillage. Mais bon, ça arrive, hein. Mais c'en est une autre d'utiliser ce type de produit tous les jours de sa vie pour aller faire ses courses à Leclerc, quoi. Donc, ou pour aller au lycée. Donc voilà, faites un petit peu le ratio entre les bonnes actions et les mauvaises que vous faites pour votre peau. D'une manière générale, la peau, qui est un organe vivant, qui est un organe conscient, qui est un organe qui prend ses propres décisions et qui a sa propre stratégie, d'une manière générale, la peau vous rendra exactement ce que vous lui avez donné. Si vous vous en occupez, elle va devenir jolie. Si vous mangez correctement, elle va s'améliorer. Si vous faites ceci, elle va s'améliorer. Après, c'est sûr que on n'est pas tous égaux et que certaines ont reçu un capital très intéressant et d'autres ont reçu un capital beaucoup plus compliqué. Il va falloir aussi manager le capital, mais d'une manière générale, j'ai envie de vous dire, la peau ne peut vous renvoyer que ce que vous lui donnez. C'est avec elle, c'est win-win. Ou alors c'est perdant-perdant. Donc c'est un match qu'il faut décider au départ. Donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais oui, la peau intoxinée. Donc la peau intoxinée, on va retrouver cette intoxination sur les peaux mixtes particulièrement, sur les peaux grasses particulièrement, plus rarement sur des peaux sèches, mais ça m'est arrivé, et plus rarement aussi sur des peaux sensibles, mais ça m'est arrivé. La tendance à l'intoxination, c'est la tendance la plus courante. C'est pour moi très très rare de voir aujourd'hui une peau qui n'a pas une tendance à l'intoxination. La bonne nouvelle, c'est que ça part très très vite. Dès qu'on a une bonne hygiène, dès qu'on met le doigt sur ce qui peut générer cette intoxination, dès qu'on rectifie la barre, en une dizaine, quinzaine de jours, les toxines disparaissent et on se retrouve avec une peau avec un relief beaucoup plus lisse. Pourquoi j'insiste sur le relief? Parce que c'est le relief de la peau qui fait la jolie peau. Plus le relief est lisse, moins il y a de choses qui viennent perturber le relief, que ce soit des toxines, que ce soit des boutons, que ce soit des cicatrices, que ce soit des grains de milium, que ce soit des trous, que ce soit des choses. Plus le relief est lisse et plus la peau est éclatante. Et c'est ça qu'on va chercher. C'est un relief lisse, quel que soit le type de peau. Même les peaux grasses peuvent aller dans cette quête-là de peau lisse. C'est pas parce qu'on a les pores dilatés qu'on peut pas avoir quand même une peau lisse. Ok. Je vous ai parlé. Ah ouais, intoxination. Alors, la tendance à la sensibilité. Alors, la tendance à la sensibilité, je dirais elle se partage la couronne avec la tendance à l'intoxination, même si j'ai envie de dire que de plus en plus, on voit vraiment des tendances à l'intoxination, des tendances à la sensibilité qui apparaissent, moi je trouve, de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Aujourd'hui, j'ai des petites jeunes de 20 ans qui arrivent avec des peaux magnifiques, mais avec une tendance à la sensibilité, à me dire, ah mais je sais plus quoi faire, je comprends pas, je sais plus quoi faire. Bon, euh,
là, il y a un énorme facteur environnemental, hein, et en tout premier lieu, en tout premier lieu, on va mettre le stress. En tout premier lieu, on va mettre le stress, on va mettre le stress oxydatif, on va mettre l'exposition intempestive et inconsciente à des masses de produits chimiques. Parce qu'il ne faut pas croire que les produits chimiques ne sont que dans les cosmétiques chimiques. Les produits chimiques sont partout autour de nous. Et même quand on veut les éviter, c'est compliqué parce qu'on nous arrose, même dans le ciel, de produits chimiques. Et c'est très 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 compliqué d'échapper à ça. Donc il y a d'énormes perturbations au niveau du système immunitaire cutané qui n'arrive plus à faire son job parce qu'il y a énormément d'attaques de tous les côtés et que ben, c'est trop. Il y a énormément aussi de terrains inflammatoires par le biais de l'alimentation, mais aussi par le biais du stress permanent. Donc, bah, la peau réagit, la peau est un organe qui communique, est un organe qui manifeste beaucoup plus que n'importe quel autre parce que ben, il est à l'extérieur et il est visible. Et ben, la tendance à la sensibilité, aujourd'hui c'est monnaie courante. C'est-à-dire que quasiment presque tous les types de peau vont avoir une certaine tendance à la sensibilité. Ça se manifeste soit en érythrose, c'est-à-dire en rougeur diffuse, un peu rose, rosée comme ça, et sans pour autant avoir de trajet couperose particulier, c'est général. Ça se manifeste en plaques, des plaques rouges. Ça se manifeste sous forme de trajet couperose visible qu'on peut suivre avec le doigt. Ça se manifeste par des sensations de brûlure, ça se manifeste par le fait qu'on supporte plus ceci, plus cela sur sa peau. Les cosmétiques qu'on utilisait hier, ben, on ne peut plus les utiliser aujourd'hui parce qu'elle ne veut plus. Donc c'est une tendance qu'on trouve je dirais presque sur 80% des tableaux cliniques, malheureusement. Et c'est toujours plus courant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La tendance à la sensibilité, la toute première chose, c'est de travailler avec de l'huile essentielle d'hélicris. C'est vraiment l'ami des peaux sensibles. C'est elle qui va pouvoir aller calmer le terrain. C'est une des rares huiles essentielles qui peut se mettre directement sur la peau et pure. On va la poser avant n'importe quel autre produit. On va la poser matin et soir. On va orienter le choix cosmétique vers des soins apaisants, vers des huiles apaisantes. Et aussi, on va surtout aller essayer de diminuer les curseurs de stress, pratiquer la cohérence cardiaque, faire en sorte que voilà, on essaye de limiter un petit peu les choses. Et puis surtout, on va aller re-questionner son alimentation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est inflammatoire dans mon alimentation. Si j'ai une tendance à la sensibilité ou si j'ai une peau sensible et que j'ai une alimentation uniquement basée sur l'inflammation, c'est-à-dire trop de café, trop de protéines animales, trop de céréales, trop de fromage, eh bien là c'est la porte ouverte à une sensibilité absolument galopante. Je surveille l'heure, je veux garder quand même un petit peu de temps pour vous. La déminéralisation, c'est une autre tendance cutanée. D'une certaine manière, c'est un petit peu le burn-out de la peau. C'est-à-dire que la femme est relativement jeune et puis tout d'un coup, il y a un relâchement accéléré, il n'y a plus de tonus dans la peau, il y a plus d'énergie, on attrape la peau, elle a plus de tonus. En général,
c'est que l'organisme est en burn-out aussi, ou alors à la limite du burn-out, en fait, la peau ne va faire que refléter l'état interne de la personne. Et la plupart du temps, quand les gens sont au bord de l'épuisement, eh bien la peau aussi, elle est au bord de l'épuisement. Et là, on va parler de déminéralisation, le teint est pâle, il n'y a plus de tonus, il n'y a plus de rebond cutané, on va dormir, on se lève, on a exactement la même tête que quand on a été se coucher. Ça, c'est vraiment typique des peaux totalement déminéralisées et dont les propriétaires sont soit déjà en burn-out, soit ça va bientôt arriver. Donc la déminéralisation cutanée, elle va se renforcer par du repos, du vrai repos, des vraies vacances, une vraie coupure avec son environnement, des cures vitaminées à gogo, de la vitamine C en surdosage, vitamine C liposomiale si possible. J'en ai une magnifique sous le coude, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. La peau déminéralisée, elle a besoin de repos et elle a besoin de minéraux. Faire une cure de mélasse est très intéressant parce qu'il y a tous les minéraux du monde dans la mélasse et c'est un produit juste fabuleux. Donc voilà, la tendance à la déminéralisation, j'en vois pas énormément, mais en général quand j'en croise, il faut agir vite parce que après ça peut être beaucoup plus compliqué à rattraper. Et puis la dernière tendance qu'on adore, c'est le vieillissement. La tendance cutanée, ben ouais, c'est le vieillissement. Il y a des vieillissements qui vont être accélérés parce que le mode de vie est totalement à côté de la plaque. Et puis il y a des modes de vie et il y a des sens de vieillissement qui vont être freinés, ralentis considérablement. Et c'est tout le travail que je propose à travers mes beautyloges, de ralentir les chevaux du vieillissement pour aller agir sur tous les plans et faire en sorte que, oui, bien sûr, on vieillit, mais il y a bien des manières de vieillir. Et moi, j'ai opté pour vieillir joliment. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Le vieillissement est une fatalité en soi, certes, mais la manière de vieillir n'est pas une fatalité en soi et on peut véritablement accompagner les choses pour manifester la jeunesse de son âge. Il y a véritablement une jeunesse à chaque âge et je trouve que c'est ça, bien vieillir, c'est de manifester quelque chose de très doux au niveau du vieillissement, d'agréable à regarder, d'acceptable pour soi-même en matière de vieillissement. Voilà, donc je vous ai un petit peu dépeint les types de peau et les tendances cutanées. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Je vais regarder sur le chat si je vois arriver quelques questions. Oui, coucou. Oh là là, super, il y a du monde. Léonore, Corimazzi a rejoint la vidéo. Coucou à toutes. Alors, j'ai un petit peu de décalage. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Où trouver de la bonne mélasse? Alors, où trouver de la bonne mélasse dans les magasins bio? Dans les magasins bio, il y a de la mélasse extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'en connais pas d'autres. Hein. J'achète la mélasse en bio. Alors, la mélasse, c'est une pure merveille de reminéralisation. Hein. La plupart du temps, on va acheter des vitamines, des machins, des trucs, on se ruine. Alors que dans la mélasse, on a une bombe atomique de minéraux, une bombe atomique de minéraux. Pour ceux qui aiment la mélasse, moi je la mange à la cuillère. Pour ceux qui aiment le goût, faut aimer le goût, c'est clair. Si on n'aime pas le goût, c'est foutu. Mais pour ceux qui aiment la mélasse, moi je la mets en hiver surtout dans de l'eau chaude le soir. Je bois ça le soir, c'est ultra reminéralisant. On appelle ça aussi l'or noir et ça a des effets extraordinaires sur tout l'organisme et sur tout le métabolisme.
pas uniquement sur la reminéralisation. Alors, partir sur un programme chimique ou enzymatique. Alors, Bandy Baby, je veux bien répondre à ta question, mais il faut que tu me fasses une phrase. Ça veut dire quoi? Partir sur un gommage chimique ou enzymatique. Tout dépend du type de peau. Tout dépend des besoins de ta peau. Tout dépend de là où tu en es au niveau cutané. C'est très difficile pour moi de donner des conseils sans voir le terrain, hein. En fait, j'aime pas du tout faire ça. Donc, tout dépend de ce que nous raconte ta peau en vérité. Ah, zut. Je me demandais quel genre de saponification choisir par rapport à mon type de peau. Je ne connais pas ton type de peau, je ne connais pas ton type de peau. Alors, si tu as une idée sur ton type de peau, si tu une idée sur ton type de peau, n'hésite pas. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas scroller les questions, il faut que je les prenne au vol. Comment manger la mélasse car cela a un goût de réglisse? Mais oui, mais c'est magnifique. Si ça a un goût de réglisse et que tu aimes ça, tu peux la manger comme tu veux. Merci pour le live. J'ai des petits reliefs style papule au niveau des cernes. Je ne sais pas quoi faire. Papule au niveau des cernes. Alors, encore une fois, compliqué de répondre sur quelque chose. Est-ce que tu ne fais pas l'amalgame avec les poches malaires? Les poches malaires, c'est une espèce de petit gonflement ici qui se met juste au-dessus de la pommette, en dessous de l'œil, et qui sont en général liés à une problématique d'intestin poreux et à une problématique d'intolérance alimentaire. Donc, je t'envoie sur cette piste-là parce qu'elle vaut vraiment la peine. En quelques jours de saponification, gommage, ma peau a retrouvé son velouté. Ah bah oui, merci Mouette. J'imagine que tu as fait Beauty c'est ça? Tu fais partie des fleurs du canal. Coucou, bonjour à toutes les fleurs du canal. Je vous ai pas salué. Je sais que vous êtes là, qu'il y en a certaines et c'est cool de venir là alors que vous avez tout le loisir de me poser des questions quasiment tous les jours. Mais vous faites l'effort de venir soutenir le live. Vous êtes des choux. Carole, la mélasse, combien par jour? Une cuillère à café par jour, c'est bien. Après, sur les gens qui ont des pathologies assez lourdes, vous pouvez aller voir sur le net, vous renseigner sur la mélasse, hein, l'or noir. J'ai vu des témoignages hallucinants. Après, il faut prendre des choses à plus grande dose, mais pour une reminéralisation, une cuillère à café, c'est bien. J'ai une peau mixte, second type que tu as présenté. Quel type de saponification choisir? Là, il faut du savon. Il faut du savon. Il faut pas ni un gel, ni une mousse préformée. Il faut une bonne mousse. Moi, j'aime beaucoup le savon Medimix, savon aux 18 plantes ayurvédiques qui coûte 3 francs 6 sous. Je le conseille tout le temps parce qu'il est top. Ça fait des années que je l'utilise et que je le recommande. Attention, packaging rouge et vert et non pas le packaging blanc parce que c'est une contrefaçon. Alors, pour les taches brunâtres sur les joues, et les cicatrices d'acné. Alors pour les taches brunes, c'est compliqué, hein. Très très franchement, c'est compliqué. Moi, j'ai une petite crème qui est intéressante, mais qui va uniquement enlever les taches superficielles. Pour les taches qui sont récalcitrantes, à part travailler avec la lumière rouge et infrarouge, je, je ne connais pas de cosmétique qui soit vraiment 100% efficace pour aller travailler sur les taches brunes. Et pareil pour les cicatrices d'acné. Là aussi, moi, ce que je préconise, c'est travailler avec la lumière rouge et infrarouge. Je travaille avec un petit boîtier depuis des années déjà qui s'appelle Steamlight. Et qui fait un bon travail de réparation, mais en même temps, ça c'est des axes de traitement qui sont longs
et où il faut s'armer de patience. Il n'y a rien il y a rien qui soit révolutionnaire et rapide en matière de tâches et en matière de cicatrices d'acné. Alors, les petites imperfections blanches que l'on voit en relief, est-ce que c'est de l'intoxination? Alors, si tu me parles des grains de mylium, les grains de mylium, ce sont des petites boules qui apparaissent en général plutôt au contour des yeux, aux abords des yeux, hein. Après, j'en ai vu aussi sur le front, mais c'est plutôt en général par là le grain de mylium. Le grain de mylium, c'est simplement une petite boule de graisse qui est souvent le signe d'un foie gras qui a besoin d'être nettoyé en profondeur. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais comment je peux faire pour les traiter? Bah, moi, je les traite pas, je les enlève. C'est-à-dire que je prends une aiguille. J'ai fait un post sur Instagram il n'y a pas longtemps là-dessus. Je prends une aiguille, je brûle l'aiguille, je fais une petite ouverture sur la petite boule de graisse. Je fais sortir, je mets un petit peu de désinfectant. Et puis là, on garde une petite croûte pendant 1 ou 2 jours. Et puis c'est terminé. Ne restez pas avec des grains de mylium sur le visage, c'est pas beau. Et puis c'est très superficiel et ça peut s'enlever très facilement en prenant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. Les peelings chez le dermato sont-ils réellement sans risque? Il n'y a rien qui est sans risque. Vivre comporte des risques. Les peelings chez les dermatos, c'est quand même bien maîtrisé, hein. Je j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est ressorti avec une catastrophe chez le dermato. Après, il y a différents types de peeling, il y a différents types de puissance de peeling. Euh, j'ai envie de dire, de toute façon, pour les peelings qui sont quand même relativement puissants, on sait qu'il y a un certain temps d'éviction sociale où on est brûlé, où on est rouge, où on est boursouflé, où c'est pas beau. Mais en général, après un peeling, c'est juste sublime. Donc, personnellement, j'ai jamais rencontré de peeling raté. Et surtout à notre époque où on pratique le peeling depuis 20 ans et où maintenant les choses sont quand même très très bien maîtrisées. Ah oui, moi de 91, c'est Claude. Ah, pardon ma chérie, je t'avais pas reconnu. Ok. Oh là là. C'est cool de te voir en live, mais ouais, c'est carrément cool. Comment peut-on combattre les boutons hormonaux? Alors, ça c'est une question, ça c'est une question que j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que euh, maintenant, je sais pas d'où ça sort, mais tout le monde dit j'ai de l'acné hormonal. Ok? Ça vient d'où? Qui a posé ce diagnostic? Est-ce qu'on est sûr de ça? Qu'est-ce qu'on t'a proposé? Est-ce que c'est toi qui dis que tu as de l'acné hormonal? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Voilà, c'est la grande mode. J'ai de l'acné hormonal. Alors c'est pratique parce que ça dédouane et ça déresponsabilise. C'est pas de ma faute, c'est mes hormones. Non, moi je suis pas d'accord. S'il y a des boutons, la première chose qu'il faut aller re-questionner, c'est ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges? T'en es où avec le chocolat? T'en es où avec le fromage? T'en es où avec les céréales? T'en es où avec le sucre? Oui, je sais, probablement t'as pas envie d'entendre ça, mais
C'est en tout cas de cette manière-là que j'aborde la chose. Il n'y a pas de remède contre l'acné hormonal. C'est très compliqué d'agir sur le plan hormonal. Après, oui, il y a des personnes qui ont des problématiques et des déséquilibres hormonaux qui vont créer des boutons. Mais à ce moment-là, si on lui a posé ce diagnostic, la personne qui a posé ce diagnostic doit être aussi en mesure de proposer un axe de traitement. Donc, donc voilà. C'est un petit peu comme ça que j'ai envie de répondre. Moi, en consultation, j'ai souvent, on me dit ça, ah oui, c'est hormonal, ah, mais c'est hormonal. J'ai tout essayé, mais c'est hormonal. Mais oui, non, mais attends, qu'est-ce que tu manges? Explique-moi. Puis là, je me rends compte que c'est la catastrophe au final. Et puis quand on va enlever ça et enlever ça et enlever ça, ah ben j'ai plus de boutons. Ah ben voilà, donc c'était pas les hormones. Herbamix, le jaune aux 30 plantes et exfoliant. On le trouve plus, moi je le trouve plus. Donc il est au santal. Non, je pense pas qu'il est exfoliant. Non, non, moi je l'ai utilisé aussi pendant des années. Il est pas exfoliant. Je regarde pas. C'est pas poli de pas vous regarder. À demain sur le canal. Merci pour les réponses. Ok. Je pense que on va s'arrêter là. On est à plus d'une heure, on est à presque 1h20 de live, donc on va arrêter là. Les lives trop longs, plus personne ne les regarde. Je vous remercie pour votre participation. Je voudrais encore une fois inviter toutes celles qui nous écoutent et qui me regardent maintenant, les inviter sur mon canal WhatsApp, un canal de proximité où vous avez la possibilité de me poser vos questions en direct tous les jours. Non, pas tous les jours, du mardi au vendredi. C'est un canal gratuit, c'est un canal bienveillant où je fais pas mal de micro-coaching, où il y a une belle énergie et où on peut venir déjà trouver des réponses et des solutions à énormément de problématiques. Je vous mettrai la marche à suivre et le numéro du canal dans la description. N'hésitez pas à venir faire un petit bout de chemin avec moi sur le canal et puis avec les 400 autres fleurs qui sont déjà sur le canal. Il y a encore de la place, hein. N'hésitez pas à venir. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. On va accueillir le docteur Donato Maniello, un grand spécialiste des intolérances alimentaires. Il est passionnant, il est vraiment passionnant. Et n'hésitez pas à venir avec vos questions et à partager l'information pour que vous soyez nombreuses pour l'accueillir. Je vous dis à tout bientôt, à jeudi prochain. Et pour les fleurs du canal, on se retrouve sur le canal mardi. Voilà. Bye 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 à tout le monde et merci pour votre présence et votre écoute.